Je déclare la réunion du 12 juin ouverte. Avant de passer la parole au chef de groupe, je tiens à excuser Mme Anne-Sophie Tandel, M. Thierry Bataille, M. Paul Hartog, M. Donovan Nissen, M. Mathieu Ulrichi. M. Bastin. OK. M. Lomba. Parfait. M. Chialone. J'ai cité M. Ulrichi et M. Nissen. Oui, je l'ai cité. Mme Bastin. S'il vous plaît, ce serait plus facile de pouvoir s'entendre. Madame Freinet. Merci. Alors, vous trouverez sur vos bancs l'ordre du jour actualisé de la séance de ce jour, comprenant une question d'actualité. Je vous rappelle que nos travaux de ce jour portent notamment sur l'octroi du titre honorifique de leurs fonctions à d'anciens membres de notre Assemblée. Ceux-ci seront mis à l'honneur en fin de séance. Je vous rappelle également que notre nouveau règlement d'ordre du jour intérieur adopté lors de notre séance du 22 mai dernier, et plus particulièrement son article 31, paragraphe 2, ne prévoit plus de vote préalable par les commissions sur les points de l'ordre du jour. Aussi, une fois n'est pas coutume, dès après la lecture du résumé du procès-verbal de la séance précédente, nous débuterons nos travaux par la séance à huis clos qui portera sur un dossier. Enfin, avant de passer la parole à Madame la Première secrétaire, je vous invite à couper votre GSM. Je vous invite à respecter une minute de silence en la mémoire de Maxime Gossens, pompier liégeois, décédé ce jeudi 29 mai lors de l'intervention des hommes du feu à la prison de Lantin. Toutes nos pensées s'adressent à sa famille, ses proches et ses collègues, toujours prêts à risquer leur vie pour sauver les nôtres. Je vous remercie. Point 1 de l'ordre du jour actualisé, lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 22 mai 2025. Je donne la parole à Madame la Première secrétaire pour la lecture de ce résumé. Merci, Monsieur le Président. Bonjour tout le monde. Donc, résumé du procès-verbal de la réunion du Conseil provincial du 22 mai 2025. En séance publique, la réunion est présidée par Monsieur Jean-Claude Jadot, assisté de M. Jean-Denis Lejeune et de moi-même. La séance est ouverte à 16h35. 50 membres y assistent. Monsieur le directeur général provincial assiste à la séance. L'Assemblée entend une communication de Monsieur le Président. Je donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 24 avril 2025. Monsieur le Président prononce l'éloge funèbre de Madame Valérie Dercel, ancienne conseillère provinciale. L'Assemblée entend les réponses du Collège provincial aux questions d'actualité reprises sous les documents 24-25, A13 à A16. L'Assemblée adopte à l'unanimité les documents 24-25, 230 et 231, 24-25, 233 à 239, 24-25, 241 à 250, 24-25, 262, 24-25, 266 et les documents 24-25, 269 et 270. L'Assemblée adopte les documents 24-25, 232, 24-25, 251 à 261, 24-25, 263 à 265 et le document 24-25, 267. L'Assemblée prend connaissance du document 24-25, 268. Le procès-verbal de la réunion du 24 avril 2025 est approuvé.
La séance publique est levée à 18h20. En séance à huis clos, l'Assemblée a procédé à la désignation sous réserve d'agréation par la communauté française de M. Lionel Ouinquin en qualité de directeur intérimaire à l'IPEA Lared, à dater du 23 mai 2025, document 24-25-240. Merci. L'approbation du procès-verbal interviendra en fin de réunion. Séance à huis clos. En application de l'article L. 2212-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l'article 50 de notre règlement d'ordre intérieur, je prononce le huis clos pour le point 2 de nos travaux de ce jour. Je prierai Monsieur le responsable de l'enregistrement et de la sonorisation de bien vouloir prendre la réouverture de la séance publique et je prierai Monsieur le responsable de l'enregistrement de la sonorisation de bien vouloir reprendre l'enregistrement de notre réunion. Également, Mesdames et Messieurs les fonctionnaires et les représentants de la presse peuvent réintégrer notre salle. Point 3 de l'ordre du jour actualisé, interpellation citoyenne, décision du bureau du Conseil. En date du 22 mai 2025, j'ai reçu une demande d'interpellation citoyenne relative à l'avenir de l'enseignement de la province de Liège face aux réformes décidées par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Conformément à l'article 93, paragraphe 2 de notre ROI, ce document a été soumis à l'examen du bureau qui est chargé d'en décider la recevabilité. Je vous informe que votre bureau a décidé par 9 voix pour et 1 abstention de l'irrecevabilité de cette interpellation au motif que l'auteur déclare expressément agir en sa qualité de représentant syndical et l'objet de l'interpellation relève de la concertation sociale entre l'autorité provinciale et les organisations syndicales reconnues. L'interpellation détourne la finalité du mécanisme citoyen, lequel est destiné à permettre l'expression de préoccupations d'intérêt général par des citoyens agissant à titre personnel et non à servir de vecteur à des revendications syndicales ou professionnelles qui disposent de leur propre cadre procédural. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clos la discussion générale. Point 4 de l'ordre du jour. Des questions d'actualité comportent un point. Question d'actualité de plusieurs membres du Conseil provincial relatif aux réflexes droits de l'enfant dans les formations de l'école de police. Je me permets de vous rappeler que, conformément à notre ROI, après développement de la question par son auteur, un membre par groupe politique peut intervenir sur la question pendant 2 minutes maximum par intervenant. Le député concerné prend ensuite la parole pour la réponse à l'issue de la réponse. L'auteur ou le co-auteur peut exprimer sa réaction pendant une durée n'excédant pas 2 minutes. Pour cette question, je donne la parole à Mme Valérie Euchamp ou Mme Rosemary Carros de Oliveira. Merci. Merci. Est-ce qu'on m'entend? Chers collègues, le 2 juin dernier, dans le parc Elisabeth à Bruxelles, Fabien, un enfant de 11 ans, est mort, percuté par une voiture de police, alors qu'il essayait la trottinette électrique de son frère. Rien, absolument rien, ne justifie qu'un enfant meure de cette manière. Si un enfant ne peut pas rouler à trottinette, c'est pour sa sécurité. Raison de plus pour ne pas le poursuivre et ne pas mettre sa sécurité et celle des autres dans le parc en danger. Un agent professionnel aurait dû interrompre la poursuite. Ici, c'est l'adrénaline, c'est la vision tunnel qui ont pris le dessus. Les jours qui ont suivi le drame, M. Lagdim, le délégué général aux droits de l'enfant, s'est largement exprimé dans la presse. Il a fait part de son inquiétude et il a appelé les autorités à développer un réflexe droit de l'enfant, fort dans les interventions et formations policières. Il ne s'agit pas d'un cas isolé. Avant Fabien, il y a eu Mehdi, Wassim et Sabrina, Maouda, Adil. Personne ne devrait mourir comme ça. Notre institution provinciale gère une école de police où sont formés les futurs policiers et policières qui seront sur le terrain. C'est pourquoi une formation complète et de qualité est essentielle pour assurer la sécurité des enfants et des citoyens. Mes questions sont les suivantes. Dans les formations dispensées par l'école de police de la province de Liège, existe-t-il des formations spécifiques pour les interventions concernant des mineurs? Et si ce n'est pas le cas, pourrait-on l'envisager?
Existe-t-il des formations spécifiques à la conduite et en quoi consiste-t-elle exactement? Enfin, la province de Liège pourrait-elle interpeller le niveau fédéral pour demander un encadrement légal des courses-poursuites, comme c'est le cas dans la majorité des pays européens? Merci d'avance pour vos réponses. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention complémentaire. J'invite M. André Denis, député provincial, à la tribune pour la réponse du Collège provincial à cette question. Merci. Monsieur le Président, Mesdames les conseillères, je ne peux que vous rejoindre sur le fait que ce qui s'est passé à Bruxelles est une tragédie. Personne ne devrait perdre son enfant de la sorte. Ceci étant, permettez-moi de m'écarter de ce drame spécifique et de son caractère tout de même exceptionnel, ainsi que de l'inévitable émotion qu'il génère pour nous pencher avec davantage de sang-froid sur la formation dispensée au sein de notre école de police. D'abord, sachez qu'une idée sous-tend l'ensemble de nos cours au fil d'Ariane Moral, le délicat équilibre entre risques et bénéfices. Nous leur enseignons que, quelle que soit la situation rencontrée, leur réaction doit toujours être proportionnée. C'est une notion fondamentale. Ajoutons ensuite que notre école dispose d'une charte, à savoir la charte des valeurs et projets pédagogiques de l'école de police de la province de Liège, au cœur de la démocratie, qui est partagée avec les élèves le premier jour de leur incorporation et sur laquelle ils se penchent avec leurs formateurs. Elle déploie les valeurs que nous entendons leur apprendre et qu'ils doivent s'approprier. Parmi celles-ci, vous trouverez les notions de sécurité du citoyen, de respect de la démocratie, de la société et des gens qui la composent, de justice, de solidarité, d'humanisme à l'égard de chacun. Vous découvrirez qu'elle insiste sur l'esprit de service et sur l'adéquation des méthodes pour atteindre les objectifs ainsi fixés. Elle s'attache à ce que chacun puisse privilégier une attitude raisonnée, responsable et autonome afin de rechercher sans cesse l'amélioration de la société et de son fonctionnement. Un comportement positif, une irréprochable intégrité, un sens du devoir et du service sont autant de principes à s'approprier au fil de leur cursus afin de faire de nos policiers des citoyens respectueux des libertés individuelles, des droits de chacun et des institutions. Outre cette essence même de ce que devrait être un policier, ici pour nous, toute une série de concepts enseignés sur la nature à réduire les risques d'un tel événement. Ainsi, pour répondre aux questions, s'il n'y a pas de formation spécifique sur l'interpellation de mineurs, les cours invitent les apprenants à porter une attention particulière sur la qualité de celui qu'ils doivent interpeller. Que ce soit un mineur, un senior, quelqu'un d'alcoolisé, sous influence, faisant preuve de violence ou non. Leur attitude se doit d'être adaptée, proportionnée. De plus, les exercices de gestion du stress sont organisés au sein de notre école afin que chaque aspirant puisse appréhender ses propres limites et apprendre à gérer ses émotions et réactions sous pression et éviter ainsi des interpellations conduites, comme vous disiez, sous effet tunnel. Le plan d'apprentissage, le programme, étant ce qu'il est et tenant compte du peu de liberté d'initiative laissée à ceux qui dispensent la matière au sein des provinces, la création d'un cours davantage orienté sur ces sujets est difficilement envisageable et se ferait inévitablement au détriment d'autres apprentissages tout aussi nécessaires, le temps de formation n'étant pas extensible. Pour ce qui est de la formation à la conduite, si le cadre de base n'en propose pas, il existe bel et bien une formation continue à la conduite défensive et à l'autoconduite. Sur le sujet, nous restons attentifs aux besoins exprimés par les zones de police et à leur réalité, puisqu'il n'en va pas de même dans une capitale qu'en zone rurale. Reconnaissons aussi
l'apprentissage que constitue l'expérience de terrain en la matière. À nouveau, il s'agit ici de savoir adopter des comportements adaptés à une situation rencontrée dans la vie professionnelle. C'est pour cela que nous insistons sur les notions évoquées ci-avant, afin que chacun puisse les implémenter en réalité opérationnelle. L'acquisition récente par les PAMU d'un simulateur de conduite ouvre des perspectives de mutualisation de l'outil par l'école de police, puisque nous pourrions désormais envisager de créer ou d'acheter un logiciel de conduite policière. Le recours à la simulation et l'étoffement de certains cours sont certainement des points à mettre au rang de l'actuelle et plus large réflexion sur la formation policière menée par le fédéral, notamment l'accroissement des collaborations avec l'enseignement supérieur et l'allongement des cursus. Et nous les relayerons. Enfin, en termes d'encadrement légal de la course-poursuite, la chose relève effectivement du niveau fédéral. Remarquez que les notions légales de réponse opportune et proportionnée et de maîtrise de la violence par le moyen le moins contraignant possible constituent déjà un encadrement des courses-poursuites, bien qu'elles les dépassent pour concerner aussi d'autres situations. Nous relayons toutes ces questions qui se posent à nous quant à la formation policière par le biais du travail que nous menons en divers lieux avec les différents opérateurs provinciaux de cette formation, notamment l'association des provinces wallonnes et le fédéral au niveau des collèges des directeurs. Soyez en tout cas certains, mesdames les conseillères, que nous portons une attention particulière aux réalités rencontrées dans la pratique opérationnelle de nos agents de police et à l'adéquation de notre formation à ces enjeux de terrain. Mais tout ne peut être dans les cursus des formations. Dans ce drame à l'origine de votre question, outre la meilleure éducation, un enfant reste un enfant. Toutes les bêtises ne sont pas prévisibles, dès lors un comportement de l'autorité, de doigt vigilant, protecteur et responsable s'impose. Un enfant de 11 ans est un être fragile, impulsif et imprévisible, un gamin avec ses rêves, ses défauts, ses projets. Un policier de 26 ans, au-delà de son métier, ne réunit-il pas, lui aussi, certains de ses qualificatifs? Merci pour votre bonne attention. Je vous remercie, monsieur le député. Une réaction, madame? Alors, ce n'est pas exceptionnel. Effectivement, c'est une tragédie et le délégué général lui-même demande vraiment un réflexe pour le droit de l'enfant dans les formations. Je pense que c'est possible, vous l'avez d'ailleurs fait dans la prise en charge des victimes d'agressions sexuelles, donc pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire pour les enfants et les mineurs? Nous trouvons évidemment que c'est important d'interpeller le fédéral. Fabian n'est pas le premier, mais il faut qu'il soit le dernier. Nous voulons évidemment envoyer tout notre soutien à la famille de Fabian. Merci. Point 5. Représentation provinciale au sein des sociétés intercommunales de diverses associations sans but lucratif et de diverses sociétés de logement de services publics, deuxième partie, et retrait partiel de la décision du Conseil provincial du 22 mai 2025, le document 25/270, en ce qu'elle porte sur la proposition de désignation de représentants au sein des assemblées générales et organes d'administration de plusieurs organismes. Ce document a été soumis à l'examen du bureau et n'a soulevé aucune question. C'est donc par consensus que votre bureau vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour l'adoption de ce document? Unanimité. Le Conseil adopte les 5 résolutions. Point 6 du rapport de rémunération des membres du Conseil provincial et du Collège provincial pour l'année 2024, établi conformément à l'article L. 6421-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Ce rapport vous sera proposé une fois par an
avant la fin juin, parce qu'il doit être transmis au gouvernement wallon pour le 1er juillet au plus tard. C'est sur base du décret wallon du 29 mars 2018, modifiant le CDLD en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supralocales, qu'il y a lieu que le Conseil provincial adopte un rapport de rémunération annuel écrit. Il reprend un relevé individuel et nominatif des jetons, rémunérations ainsi que des avantages en nature perçus dans le courant de l'exercice comptable précédent par les mandataires. Le document a également été déposé sur le portail des conseillers en début d'après-midi, reprenant l'ensemble de ses annexes. Ce document, qui a été soumis à l'examen du bureau, a soulevé une question, et c'est Madame la secrétaire qui nous en fait connaître les conclusions. Alors, lors de notre réunion de bureau de ce jour, le point relatif à l'adoption du rapport de rémunération, le document 24-25-300, il est constaté par un membre du bureau que les documents sont arrivés trop tard et qu'il n'a pas eu le temps de les analyser. Il est expliqué qu'ils sont arrivés plus tard en raison du changement de législature. Une autre question se porte sur le fait que les députés sortants ne sont pas renseignés dans le tableau de rémunération, ceci par rapport à la perception de l'indemnité de départ. Une réponse écrite leur parviendra dans les prochains jours. Le vote, c'est 7 pour et 1 abstention. Je vous remercie, Madame la Première secrétaire. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour l'adoption de ce document. Le groupe PS, le groupe MR engagé écolo, qui est contre, qui s'abstient, le PTB. Le Conseil adopte. Contre. Qui est contre, le Conseil adopte la résolution. Point 7. Expiration de l'accord de coopération 2021-2024 conclu entre la communauté germanophone, la province de Liège et la conférence des bourgmestres des communes germanophones. Proposition d'une décision de maintien des dotations stipulées pour l'année 2025, et ce, dans l'attente de la négociation d'un éventuel accord couvrant alors les années 2026 à 2030. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, M. Fabien Beltran, à la tribune. Vous avez la parole, Monsieur le conseiller. Alors, Monsieur le Président, Monsieur le Gouverneur, Madame la députée présidente, Madame, Messieurs les députés, chers collègues, le point concerne l'expiration de l'accord de coopération 2021-24 conclu entre la communauté germanophone, la province de Liège et la conférence des bourgmestres des communes germanophones. Il s'agit de la proposition d'une décision de maintien des dotations stipulées pour l'année 2025, et ce, dans l'attente de la négociation d'un éventuel nouvel accord couvrant les années 2026 à 2030. En première commission, un commissaire s'est interrogé sur la durée de l'accord et sur le pourquoi il intervenait seulement maintenant. Un autre s'est interrogé sur le fait que cela ressemblait au 12e provisoire comme pris dans les communes. Il leur a été répondu que l'accord provisoire reprenait les données du précédent, que le souhait provincial est que la négociation de l'accord futur porte sur l'ensemble de la législature, que la communauté germanophone veut toujours récupérer ses centimes additionnels au précompte immobilier, que si un accord définitif n'est pas encore trouvé, la responsabilité en revient à la communauté germanophone qui, par suite de nouvelles prérogatives imposées par l'Europe, entre autres le salaire des enseignants, elle a d'autres préoccupations pour le moment, que dans ces conditions, il a été jugé opportun de prolonger le précédent accord d'1 an, que la province de Liège, dès lors, est en attente de retour de la communauté germanophone pour la suite. Voilà, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour l'adoption de ce document? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Les points 8 et 9 ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir 2 octrois de subventions en matière de sport, demande de soutien de l'association de fait Comité provincial de Liège AWBB et l'ASBL Sport et Santé. Le document 274 n'a pas soulevé de questions. Il s'agit d'approuver le projet de convention entre la province et l'ASBL Sport et Santé de Bruxelles et d'octroyer une subvention à l'espèce d'un montant de 10 000 €
et une autre valorisée à hauteur de 2 082,40 € afin de soutenir l'organisation de leurs événements en province de Liège. 15 km Liège Métropole et le semi-marathon de la province de Liège. Par contre, le document 273 ayant soulevé des questions, j'invite le rapporteur, M. Tchallon, à la tribune. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, ce point avait pour objet donc d'attribuer une subvention au comité provincial de Liège de la WBB, et un commissaire s'est étonné du fait que une telle organisation puisse encore être organisée justement en association de fait et pas en SBL, avec l'effet que la subvention est versée donc à un particulier et pas à une personne morale. Il lui est répondu que justement ce comité provincial est l'émanation de la fédération francophone qui elle-même est organisée en SBL et que c'est sa volonté que les comités provinciaux ne soient pas organisés en ASBL, mais bien en association de fait, puisqu'elles sont ses satellites. Il demande, le même commissaire demande si le subside ne pourrait pas être versé du coup à l'ASBL et ensuite redistribué aux comités provinciaux, mais il lui est répondu également que l'enjeu serait justement la crainte de ne jamais voir revenir le subside au comité provincial de Liège. Voilà. Je vous remercie, Monsieur le chef de groupe. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour l'adoption de ces deux documents? Unanimité, le Conseil adopte les deux résolutions. Point 10. Octroi de subventions en matière de santé, affaires sociales et sport. Demande de soutien de l'ASBL Voix dans le cadre de ses activités durant l'année 2025. Il s'agit d'octroyer une subvention de 6 000 € à l'ASBL Voix de Visé, dont le but est de promouvoir la pratique du handisport et d'accompagner les personnes déficientes visuelles. Ce document a été soumis à l'examen de la première et troisième commission et n'a soulevé aucune question. Les premières et troisième commissions vous proposent donc de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour l'adoption de ce document? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 11. Octroi de subventions en matière de culture. Demande de soutien de la SBL Jeunesse Musicale de Liège dans le cadre de l'organisation de la 8e édition du Wégimont Festival le 29 juin 2025 au domaine provincial de Wégimont. Il s'agit ici d'octroyer une subvention de 4 500 € à la SBL Jeunesse Musicale de Liège dans le cadre de l'organisation de la 8e édition du Wégimont Festival ce 29 juin au domaine provincial de Wégimont. Le festival proposera 22 concerts et spectacles tout public ainsi que divers ateliers de découverte de la musique. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et n'a soulevé aucune question. La deuxième commission vous propose donc de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour l'adoption de ce document? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 12 de l'ordre du jour, octroi de subventions en matière d'agriculture, demande de soutien de l'ASBL agricole de Bâtisse-Herve dans le cadre de son fonctionnement 2025. Cette subvention de 12 000 € permet l'organisation de la foire agricole de Bâtisse-Herve, dont l'édition 2024 a attiré près de 30 000 visiteurs et regroupé 3 500 animaux d'élevage. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et n'a soulevé aucune question. La 4e commission vous propose donc de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour l'adoption de ce document? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution.
Point 13. Organisation du prix des acteurs de la transition écologique et alimentaire de la province de Liège. Approbation du règlement de participation. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, Madame Innocent, à la tribune. Si ça marche, oui. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, ce mardi 10 juin, votre 4e commission s'est réunie pour délibérer sur le point suivant, organisation du prix des acteurs de la transition écologique et alimentaire de la province de Liège, document 24-25-279, qui a soulevé une question. Un commissaire s'interroge sur le nombre de lauréats. Le document indiquant un total de maximum 4 lauréats, il se demande s'il est possible et habituel d'en avoir moins que 4. Monsieur le député répond que le montant global alloué à ce prix est de 20 000 € pour l'ensemble des lauréats. C'est pourquoi le nombre de maximum 4 lauréats a semblé cohérent. Et étant donné qu'un lauréat du prix ne pouvant pas repostuler sa candidature pour le même prix et que les années ayant déjà vu passer de nombreux projets, il arrive que le nombre de projets de qualité se fasse plus rare et c'est pourquoi le nombre de lauréats se limite à 4. Mais il peut effectivement être inférieur, toujours pour un montant total à partager de 20 000 €. Et si un projet est de qualité suffisante, et de qualité suffisante pour l'exiger, il se pourrait qu'un seul lauréat remporte la totalité des 20 000 €. Merci pour votre attention. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour l'adoption de ce document? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Je vous propose de regrouper les points 14 à 27. Il s'agit des documents relatifs aux premières assemblées générales ordinaires 2025 des intercommunales. Liège, zone 2, Île et Série, la CIL, Essétia intercommunale, Essétia Finance, CHR Verviers, Enodia, Isocel, Indradel, Ligil, Néomancio, CHR Citadelle, Reza Holding, SPI et AIDE, et des assemblées générales extraordinaires des intercommunales Essétia Finance et CHR Verviers. Certains documents ayant soulevé des questions en commission, j'invite le rapporteur, Madame Caroline Lebeau, à la tribune. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Les rapports qui vous sont présentés ce jour portent sur les assemblées générales des intercommunales, lesquelles doivent tenir leur première assemblée générale ordinaire de l'exercice au plus tard pour le 30 juin prochain. Conformément à la législation en vigueur et plus précisément à l'article L. 1523-12, chapitre 1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ces assemblées doivent obligatoirement avoir à leur ordre du jour l'approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé. Donc voici les rapports par intercommunal. Pour Liège, zone 2, aucune question n'a été soulevée. Pour SIL, il n'y a pas eu de représentant, aucune question n'a été soulevée. Pour Essétia intercommunale et Essétia Finance, une question a été soulevée par un conseiller qui a été demandé quelle est la différence avec Essétia Finance et Essétia intercommunale. Donc Essétia Finance était principalement un outil destiné à la prise de participation dans certains projets, en particulier pour les aspects financiers. À ce titre, il a notamment contribué au développement des 2 hôtels Van der Valk à Liège et il a également été appliqué dans des projets comme le Préhistomuséum ainsi que dans d'autres initiatives plus anciennes. Aujourd'hui, cet outil est simplement prévu, en fait, de l'éteindre. Il est prévu de l'éteindre pour d'ici 2032, de le laisser s'éteindre. Alors, pour CHR Verviers, il n'y a pas de représentant, donc aucune question n'a été soulevée. Pour Enodia, aucune question n'a été soulevée non plus, Isocel non plus. Pour Intradel, par contre, plusieurs questions ont été soulevées. La première, comment fonctionne l'unité de chauffage urbain et est-elle située à Herstal? La réponse qui a été donnée est oui, l'unité est bien implantée à Herstal. Son principe de fonctionnement repose sur la valorisation énergétique des déchets. Ceux-ci permettent de produire de la vapeur. Cette vapeur est ensuite utilisée pour alimenter le réseau de chauffage urbain. Ce projet de chauffage urbain a été développé à l'initiative du secteur public, mais a été concédé à une société privée.
Aujourd'hui, ce réseau s'étend jusqu'au siège d'Etias et au nouvel écoquartier, tout en desservant plusieurs bâtiments publics à Herstal. Le développement du réseau se poursuit avec pour objectif d'augmenter le captage de vapeur, ce qui entraînerait une légère diminution de la production d'électricité, mais permettrait une meilleure valorisation énergétique globale. L'idéal serait d'identifier de grands consommateurs de chaleur, mais c'est à la société privée qu'incombe la mission de promouvoir et étendre l'usage du réseau. Seconde question posée par rapport à Etradel. En rapport avec l'unité de chauffage urbain toujours, existe-t-il actuellement une situation de surcapacité? La réponse donnée, non, il n'y a pas de surcapacité, mais il faut distinguer deux notions. La capacité de traitement des déchets et la nature calorifique de ces déchets. L'unité d'incinération a été conçue à l'origine pour traiter environ 370 000 tonnes par an en se basant sur la capacité thermique. Toutefois, avec l'évolution du tri et par exemple le retrait des PMC, les déchets restants sont globalement moins énergétiques et cela permet d'augmenter légèrement la quantité traitée qui atteint actuellement environ 390 000 tonnes. Par ailleurs, l'installation traite aussi des déchets dits industriels banals, en complément des déchets communaux. Cela contribue à réduire les coûts pour les communes partenaires. Enfin, il faut rappeler que la capacité de traitement reste nécessaire, car il n'existe que peu d'incinérateurs en Wallonie et tous les déchets ne peuvent pas être stockés ou recyclés indéfiniment. Alors, par rapport à l'IGIL, il n'y a pas eu de représentant, donc aucune question n'a été soulevée. Néomancio, des questions ont été soulevées, plusieurs d'ailleurs. Alors, on a demandé si un crématorium serait-il implanté un jour à Héron. La réponse est oui. En 2018, les élus de l'arrondissement de Ouiwarem ont sollicité une étude de faisabilité pour l'ouverture d'un crématorium dans cette région, qui est actuellement moins bien desservie. L'Université de Liège a réalisé une étude qui a confirmé que cette zone présente un déficit d'accessibilité en termes de temps de trajet vers les installations existantes. L'intercommunal a répondu favorablement à cette demande et a entrepris la recherche d'un terrain adapté et le choix s'est porté sur un site situé à Héron. Il s'agit d'un terrain agricole, mais aucun accord n'a encore pu être trouvé avec l'exploitant actuel. Toutefois, l'intercommunal a obtenu l'accord de la ministre Decken concernant une éventuelle procédure d'expropriation et les négociations sont en cours. Le dossier est donc en progression. Seconde question, qu'entendez-vous par secteur Horeca dans le cadre du crématorium? La crémation dure environ 2 heures et pendant ce temps, les familles se réunissent et peuvent se recueillir ensemble dans des salons de réception prévus à cet effet dans chacune des structures. Le service Horeca proposé va donc au-delà d'un simple café. Il permet d'offrir un espace convivial et respectueux pour accompagner les proches. Troisième question, vos services sont-ils accessibles à tout le monde? La réponse est oui, bien évidemment. Tous les citoyens peuvent bénéficier des services proposés par l'intercommunal. Quatrième question, pourquoi certaines familles choisissent-elles de se rendre à l'étranger, par exemple aux Pays-Bas? Est-ce lié à une saturation ou plutôt à une question de coût? La réponse donnée, plusieurs facteurs peuvent influencer ce choix, mais le critère principal reste la proximité géographique d'un crématorium. Il faut savoir aussi qu'en Belgique, la crémation est obligatoirement gérée par un service public, tandis qu'aux Pays-Bas, ce sont des opérateurs privés. Et cela peut donc relever d'un choix personnel ou éthique. C'est tout pour cette intercommunale-là. Déjà pas mal. Il y a encore. Il n'est pas fini. Alors, la citadelle, aucune question n'a été soulevée. Reza, aucune question n'a été soulevée. SPI, il y en a aussi. Alors, plusieurs questions ont été soulevées pour SPI. La première question, que signifie l'indicateur 12,5% d'entreprises sont stables financièrement? Cela veut-il dire que les autres ne le sont pas? Réponse, la nuance réside dans le fait que ces 12,5% d'entreprises ne sont pas seulement stables financièrement, mais qu'elles ont également connu une croissance continue au cours des 3 dernières années. Cela ne signifie pas que les autres sont en difficulté, mais qu'elles n'ont pas affiché cette même progression sur la période analysée. Deuxième question, en matière de réhabilitation de sites, n'est-ce pas la SORASI qui intervient en général?
La réponse donnée, effectivement, la Sorasie est bien impliquée dans la réhabilitation de sites. Elle est une filiale de SPI avec une mission spécifique et complémentaire. SPI se concentre davantage sur la réhabilitation classique de friches industrielles ou terrains à revaloriser pour un usage économique. Sorasie, quant à elle, intervient principalement lorsqu'il s'agit de sites présentant une pollution plus complexe ou profonde. Elle opère donc en amont, avec une approche plus orientée vers l'assainissement environnemental. Dans ce cadre, la Sorasie collabore avec Wallonie Entreprendre, qui met à disposition des fonds permettant la réalisation d'études de réhabilitation. Ces fonds permettent de rendre les terrains à nouveau exploitables, que ce soit pour des entreprises ou d'autres acteurs économiques. Il existe donc une filiation claire entre SPI et la Sorasie, chacune ayant un rôle bien défini dans la chaîne de réhabilitation et de développement économique. Et pour l'AIDE, pas de représentant, aucune question soulevée. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame la conseillère, pour votre rapport particulièrement complet. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Muriel. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Simplement vous rendre attentif au fait que plusieurs intercommunales dont la province a la charge vont probablement devoir ou souhaiter se réunifier en une. Donc nous avons des responsabilités vis-à-vis des travailleuses et des travailleurs qui sont employés. Donc je voudrais que chacun soit bien attentif à la suite donnée effectivement au rapprochement notamment des hôpitaux, des CNTIA ou de la SPI+. Par rapport à la législature précédente, j'avais déjà émis des réserves quant à Reza Holding. Je souhaite vraiment qu'on soit très attentif à cette intercommunale. J'aurais peur, effectivement, dans la suite des opérations, qu'elle nous échappe un peu et que nous ayons les mêmes problèmes que nous avons eus précédemment dans d'autres intercommunales. Donc je demande à chacun d'être bien attentif à celle-ci. Merci beaucoup. Merci, Madame la conseillère provinciale. D'autres interventions? Non, nous pouvons passer au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? OK. Qui est pour l'adoption de ces 14 documents? Le groupe PS, le groupe MR, les engagés et le groupe écolo. Qui est contre? Qui s'abstient? Le PTB, le Conseil adopte les 14 résolutions. Point 28. Avis sur le projet du budget 2025 de l'établissement d'assistance morale du Conseil central laïque de la province de Liège. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e question et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, M. Jean-Denis Lejeune, à la tribune, mais il sera remplacé exceptionnellement par M. Gianni Tabonne pour le point 28. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Une question a été posée par une conseillère sur l'augmentation des interventions provinciales. Bien que l'on prenne la mesure de l'importance des interventions financières provinciales et qu'une réflexion soit menée, il est difficile de répondre à la question à ce stade. Il est également précisé que nous n'avons pas de représentants au sein de ces instances. Je vous remercie, Monsieur le conseiller. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Nous pouvons passer au vote. Qui est pour l'adoption de ce document? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 29. Avis à donner sur la modification budgétaire numéro 1 de l'exercice 2025 arrêtée par l'établissement d'assistance morale du Conseil central laïque de la province de Liège. Cette modification budgétaire concerne l'affectation au budget 2025 du résultat positif du compte budgétaire 2024. Elle ne laisse apparaître aucune modification de dépenses et entraîne un boni budgétaire de 913,68 €. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour l'adoption de ce document?
Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Le point 30, désignation au 1er janvier 2025 d'un receveur spécial des recettes du service provincial des bâtiments, section patrimoine. Il s'agit ici de désigner le nouveau receveur spécial des recettes au service des bâtiments, section patrimoine, pour pourvoir au remplacement de la précédente titulaire appelée à d'autres fonctions. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour l'adoption de ce document? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 31. Marché public de travaux, mode de passation et conditions du marché, école polytechnique de Huy, construction d'un nouveau bâtiment scolaire, relance des lots ascenseurs et installations photovoltaïques. Il s'agit ici de relancer un nouveau marché via une procédure ouverte pour les lots ascenseurs et installations photovoltaïques dans le cadre de la construction d'un nouveau bâtiment scolaire à l'EP Huy et d'adopter les frais du marché, le cahier spécial des charges, les maîtres et les plans fixant les conditions de marché. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour l'adoption de ce document? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 32. Prise de connaissance trimestrielle des travaux relevant du budget extraordinaire adjugé à un montant inférieur à 144 000 € hors TVA. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, M. Grégory Benvenia, à la tribune. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, pour le document 24-25-298, au sujet du mobilier prévu pour l'aménagement du deuxième étage d'un internat, un membre a demandé si c'était une obligation de faire des meubles sur mesure pour un montant de plus de 80 000 €. Il a été précisé que c'était dans le but d'avoir des meubles plus solides, plus durables et totalement adaptés aux différentes pièces du bâtiment. Il n'y a pas eu d'autres remarques. Merci, chers collègues, pour votre attention. Je vous remercie, Monsieur le Conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Il s'agit ici d'une prise de connaissance. Le Conseil prend connaissance de la dite résolution. Point 33. Octroi du titre honorifique de leur fonction à d'anciens membres du Conseil provincial. À la demande de Mme Sabine Nandrin et de Messieurs Jean-Claude Meurens et Alfred Haussmann de porter le titre honorifique de leur fonction de conseillère provinciale pour Mme Nandrin, conseillère provinciale, président du Conseil provincial et vice-président du Conseil provincial pour M. Meurens et conseiller provincial pour M. Haussmann. Votre Assemblée est appelée à se prononcer sur ce document. Il a été soumis à l'examen du Bureau et n'a soulevé aucune question. C'est donc par consensus que votre Bureau vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt donc la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions du Bureau? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Pour avoir plus facile, si vous le permettez, je vais descendre d'un étage afin d'appeler nos ex-collègues. Je vous propose donc de mettre à l'honneur 3 anciens collègues de notre Assemblée et de leur remettre les titres honorifiques de leurs fonctions. Leur travail a marqué la vie politique de notre province. Ils ont tous 3 œuvré avec détermination durant de nombreuses années pour façonner et valoriser notre province. Galanterie oblige, mais c'est un vrai plaisir dont je ne me cache pas. Je vais d'abord célébrer Sabine Nandrin. Bien Sabine, je t'en prie. Sabine, de septembre 2009 à décembre 2024, tu as siégé comme conseillère provinciale pour le mouvement réformateur. Durant ces 15 années de mandat, tu t'es impliqué avec force et conviction dans la gestion des affaires publiques,
via de nombreux mandats, notamment à la Fédération du tourisme de la province de Liège, à l'IGIL, l'ASPI, le CEDS ou encore de sociétés de logement de services publics auxquelles la province est associée. Tu as aussi été présidente de la commission enseignement lors de la précédente législature. Sabine, ton engagement dans l'éducation, le logement, la culture et le tourisme montre une volonté de contribuer activement au développement de notre province. De ton amour des enfants, tu en as fait un métier, je dirais même une passion. Enseignante au niveau primaire depuis plus de 30 ans, tes actions dans l'éducation montrent clairement ton attachement à la transmission du savoir et à l'accompagnement des élèves. Depuis 2022, tu poursuis avec détermination ta carrière professionnelle dans l'enseignement primaire en étant institutrice d'accompagnement personnalisé, ce qui signifie que, de classe, en première et deuxième primaire, tu proposes un accompagnement adapté aux élèves qui ont des besoins différents. Ton action permet de déceler et de mieux prendre en charge les difficultés observées. C'est un gage de qualité de notre enseignement et une assurance pour l'avenir. Madame la conseillère provinciale, chère Sabine, félicitations pour ton investissement et ta longévité au sein de cette Assemblée. Je t'invite à présent pour recevoir le titre honorifique de ta fonction de conseillère provinciale de la province de Liège. Et j'ai demandé à notre députée présidente de t'offrir ça. J'ai maintenant le plaisir de célébrer un homme dont l'engagement et la détermination ont marqué la vie politique de notre province. Son travail a contribué à façonner notre territoire et défendre les intérêts de tous les citoyens liégeois en général et germanophones en particulier. Alfred, je t'invite à venir nous rejoindre. Alfred, représentant du Parti socialiste en communauté germanophone depuis 2012, tu as témoigné ton attachement à la préservation de notre environnement en t'impliquant activement au sein de la ferme didactique de la province de Liège et de la Fédération des parcs naturels de Wallonie et comme président du parc naturel Haute-Fagne-Eifel. Ce magnifique parc naturel du haut plateau belge qui joue un rôle majeur dans la biodiversité de la région. Tu as aussi joué un rôle clé dans des institutions telles que le Liège-sur-Région, Meuse-Rhin, le groupement Ardennes-Eifel et l'Agence du tourisme des cantons de l'Est, en contribuant ainsi à renforcer les liens entre les différentes régions. Fier mandataire du district germanophone d'Eupen, tu t'es cependant toujours présenté comme un représentant de l'ensemble du territoire de la province de Liège en travaillant à l'amélioration constante de la collaboration entre les différentes instances de notre province. Mon cher Alfred, ce titre bien mérité est le reflet de l'impact que tu as eu sur notre Assemblée. Invite le député. Maintenant, nous allons remettre non pas un, mais 3 titres honorifiques à un ancien conseiller provincial. C'est-à-dire à quel point sa carrière au sein de notre Assemblée est longue et riche. Cette star de la tribune du Conseil provincial n'est autre que Jean-Claude Meurens. Mon cher Jean-Claude, la scène, cela te connaît. Mais tu as rapidement privilégié celle de la politique pour exercer tes talents. Le goût de la politique, c'est une histoire de famille. Ton papa et ton grand-père ayant été avant toi mandataires communaux dans votre très chère commune d'Aubel. Élu conseiller communal libéral en 1988, tu n'as pas siégé de suite pour cause d'incompatibilité légale, et c'est en 1994 que tu as endossé l'écharpe mayorale.
le début d'une belle et longue carrière politique. Ton mandat de bourgmestre a ensuite été reconfirmé à plusieurs reprises et tu as quitté ce siège de premier Aubelois fin 2023, après 40 ans de carrière. C'est admirable. En parallèle, tu as rejoint notre Assemblée en 1991 et c'est ici que tu as rempli plusieurs fonctions. Conseiller provincial de 91 à 2007, de 2012 à 2024, vice-président du Conseil provincial de 2000 à 2003 et de 2018 à 2024. Et enfin, président du Conseil provincial de 2003 à 2006. Les quelques années durant lesquelles tu n'as pas siégé à nos côtés, c'est tout simplement parce que tu étais au gouvernement wallon et à la communauté française, actuelle Fédération Wallonie-Bruxelles, gardant ainsi un œil averti sur les compétences provinciales. Tu as déjà reçu le grade de chevalier de l'ordre Léopold en 2014, ainsi que la plaquette d'honneur en bronze de la province de Liège pour 20 ans d'ancienneté en 2017. C'est donc avec un plaisir non dissimulé et toute notre estime pour ton engagement politique que je t'invite à compléter ces distinctions et recevoir les titres de conseiller provincial honoraire de la province de Liège, vice-président honoraire du Conseil provincial de Liège et enfin président honoraire du Conseil provincial de Liège. Notre conseil se termine. Je clôt la séance publique de ce jour et je vous invite bien entendu dans la salle ici à côté à prendre avec nos jubilaires le verre de l'amitié. Pardon, nous approuvons le PV de la dernière réunion, de la réunion. Voilà.